Bonjour, aujourd'hui on va parler performance des équipes. C'est un sujet qui est vraiment au cœur de mes interventions de consultant et de formateur et qui me passionne depuis longtemps parce qu'il se trouve que évidemment j'ai eu à participer à un certain nombre d'équipes et à en animer encore un certain nombre d'autres dans ma vie professionnelle et j'étais aux premières loges pour voir que il y a des équipes qui marchaient très bien et puis d'autres qui étaient de vraies catastrophes et donc de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui faisait que telle équipe marchait bien et que telle équipe marchait moins bien. Ça m'a intéressé depuis longtemps. Et donc, j'ai essayé de creuser le sujet et donc je vais partager avec vous comment dire, deux travaux qui me paraissent très importants sur cette question et puis la façon dont aujourd'hui j'essaie de m'y prendre à la lumière de tout ça. Donc la première réponse vraiment intéressante autour de cette question, elle a été apportée il n'y a pas très longtemps par Google via un projet qui s'appelle Aristote. Donc ils ont mené au sein de Google en envoyant une équipe multidisciplinaire enquêter sur comment fonctionnaient les équipes à l'intérieur de Google, les équipes de projet de Google. Alors ils ont enquêté sur des centaines d'équipes et le résultat de ce travail est très intéressant et ce que le projet Aristote conclut, je vous encourage à aller regarder les résultats parce que on trouve plein d'articles sur le sujet, mais qui partent du principe que, en gros, c'est la gentillesse qui fait ça. Mais le projet d'Aristote, il ne parle pas de gentillesse. Hein. Il dit le secret des équipes performantes, c'est la sécurité psychologique des membres de l'équipe. Voilà, il y a d'autres facteurs. La sécurité psychologique, c'est le premier facteur, le plus important. Les autres facteurs, c'est la fiabilité, c'est-à-dire la capacité de chacun à respecter ses engagements. C'est la clarté de la structure et des objectifs. C'est le sens des missions individuelles. Et puis, c'est l'impact du travail collectif. Donc, ça donne déjà un cadre assez précis et très puissant pour réfléchir à la question de la performance. Donc ça c'est la proposition de Google. Mais en fait, sécurité psychologique de chacun de ses membres, c'est très intéressant, mais en même temps, concrètement, on fait comment pour renforcer cette sécurité psychologique? Et là, il y a un autre travail qui est plus ancien, mais qui donne des pistes très très claires sur la façon de faire ça, très concrètement, c'est le travail d'un psychologue américain qui s'appelle William Schultz, qui a commencé à travailler dans les années 50 sur les équipages de la marine américaine. Et donc il a fait toute une série d'enquêtes sur les performances des équipages de la marine. Et il arrive à des conclusions qui sont 60 ans avant, 70 ans avant, très proches de celles de Google. Il dit l'essentiel de la performance s'explique, je le cite, les équipes n'échouent pas parce qu'elles sont en désaccord ou parce qu'elles n'ont pas de but commun ou parce que leurs membres ont des approches différentes de la résolution des problèmes ou encore parce qu'elles n'incluent pas certains types de personnalités. Elles ne fonctionnent pas parce qu'une ou des personnes sont rigides et une personne est rigide parce que son concept de soi est menacé. Et c'est le cœur du travail de Schultz, c'est justement cette question de comment est-ce qu'on renforce l'estime de soi chez les individus. Et il donne des pistes très, très, très précises sur la façon de renforcer l'estime de soi. Et ce qu'il dit, l'estime de soi d'une personne, elle est fondée sur 3 piliers. La première, c'est l'importance. Est-ce que la personne se sent importante dans le travail collectif, dans l'équipe? La deuxième, c'est est-ce que la personne se sent compétente? Et le troisième pilier, c'est est-ce que la personne se sent aimable? Et donc, il propose des pistes très précises pour travailler à la fois sur cette question d'importance, de compétence et d'amabilité. Et on va voir comment, voilà, la question après, mais ok, comment on fait? Je vais vous dire comment je fais moi, déjà, pour mettre en œuvre ces idées dans un groupe. Donc, aujourd'hui, c'est une pratique que j'ai développée depuis maintenant plusieurs années. La première chose que je fais, c'est quand j'arrive dans un groupe ou même dans un groupe existant, c'est de travailler sur les règles. Bien sûr, tous les groupes, surtout ceux qui existent depuis longtemps, ont des règles, mais des règles implicites. Et c'est très important de travailler sur des règles explicites. Et donc, moi, très souvent, en tant qu'intervenant, que ce soit en consultant ou en formateur, ma première intervention, c'est de définir les règles de fonctionnement du groupe. Et si possible, de préférence, c'est pas moi qui définis les règles, je propose aux membres du groupe de définir les règles eux-mêmes. Si je vois qu'il en manque, ça ne m'interdit pas d'en rajouter, mais je suggère vraiment aux participants du groupe de définir eux-mêmes leurs règles de fonctionnement.
et on les valide ensemble. Bon. Donc ça, c'est une première étape. C'est très important parce que vous voyez bien qu'une fois que les règles de fonctionnement ont été définies, eh ben ça crée un cadre sécurisant, sécurité psychologique du membre du groupe. Et puis, comme chacun a participé à la définition des règles, ben chacun se sent important, il a joué un rôle dans la définition de ces règles, donc son importance est renforcée. Donc, ça favorise l'estime de soi de chacun. Donc on voit un double mouvement qui contribue à la sécurité psychologique et donc à la performance. Première chose, définir les règles. Parmi les règles les plus importantes, il y en a une sur laquelle le projet Aristote, donc Google insiste beaucoup, c'est le droit à l'erreur. Moi, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec une de mes clientes qui m'expliquait qu'en fait, elle rentrait dans son comité de direction avec la boule au ventre parce que le patron qui était quelqu'un d'extrêmement brillant, ne pouvait pas s'empêcher chaque fois que d'un des collaborateurs ouvrait la bouche de lui faire remarquer combien sa réflexion était stupide et n'avait pas pris en compte tous les éléments dont lui avait connaissance. C'est sûr que la performance collective de l'ensemble devait être assez faible dans un contexte comme ça. Bon, donc droit à l'erreur, très important. Et alors, souvent les gens me disent oui, mais quand même, droit à l'erreur, moi je suis dans une telle structure, est-ce que j'ai vraiment le droit à l'erreur, etc. Et souvent pour faire réfléchir les gens à cette question-là, je me tourne j'utilise l'exemple tiré du basket, il se trouve que j'aime bien le basket. Et je pose au groupe la question suivante, c'est à votre avis, vous connaissez Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, à votre avis, Michael Jordan dans sa carrière, quel pourcentage de paniers est-ce qu'il a réussi sur tous ceux qu'il a tentés? Alors, les gens réfléchissent, etc. Je vais vous épargner, mais me donner un chiffre, vous pouvez. Et la réponse, comment dire, statistique, on va vérifier sur Internet, c'est 49,7%. Ça veut dire concrètement que Michael Jordan, le meilleur basketteur de l'histoire, il a réussi plus d'un panier sur deux. Donc, et il dit lui-même dans ses interviews que le fait d'en avoir raté plein, c'était aussi une des raisons pour lesquelles il était devenu aussi bon. Parce qu'il n'hésitait pas à en tenter même d'extrêmement difficile. Donc le droit à l'erreur, il existe pour tous, mais c'est vraiment important de le reconnaître au sein d'un groupe. Sachant que le droit à l'erreur individuelle, justement, l'une des raisons des missions du groupe peut être de faire en sorte d'empêcher que l'erreur individuelle se transforme en erreur collective. C'est ça le sujet. C'est particulièrement important dans les projets complexes, on pourra y revenir à une autre occasion. Donc le droit à l'erreur. Troisième piste que j'utilise systématiquement, c'est, donc je reviens à Schultz. Schultz dit, j'ai dit, un des éléments essentiels de l'estime de soi, c'est l'importance. Et pour travailler sur le fait que chacun se sente important, Schultz utilise un concept qui est le concept d'inclusion. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour amener chaque participant de l'équipe à s'intégrer dans le travail du groupe. Et donc il y a un processus qui permet ça. Et une des façons très simples de mettre en œuvre ce processus, c'est de commencer au début d'une réunion, au début d'une formation, à l'occasion d'une rencontre, etc., au début d'un projet, par faire une étape de météo individuelle. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Dans quel état vous arrivez ? Quelles sont vos attentes ? Bref, d'aller chercher, d'amener chaque participant à se demander, de faire le point sur comment il se sent et à le partager avec les gens du groupe. Et ça renforce de façon très très puissante le sentiment de se dire oui, je suis important, je joue un rôle au sein du groupe. Vous allez me dire, en tant qu'animateur ou en tant que responsable d'un groupe, c'est plus facile de faire ça que moi en tant que simple participant. C'est vrai, mais vous pouvez quand même jouer un rôle même en tant que simple participant dans une équipe pour renforcer sa performance. C'est justement d'intervenir pour montrer l'importance des contributions de chacun. Ça, c'est une façon, même en tant que simple participant, de montrer à chacun que ses contributions comptent. Voilà 3 pistes, je répète, 3 pistes simples pour améliorer la performance d'une équipe: définir les règles, mettre en œuvre le droit à l'erreur
et mener un processus d'inclusion, par exemple sous une forme de prise de météo interne. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, c'est évidemment un sujet qui est subtil, qui est fin, mais à votre disposition pour en parler et pour creuser les questions qui vous viennent. Amusez-vous bien, à très vite.